Bonsoir. Débuté le lundi 27 juillet, les épreuves écrites du bac ont pris fin le jeudi dernier. 318 995 candidats repartis dans 506 centres se sont présentés pour cette session 2020. Cette année encore, on a relevé plusieurs cas de tentatives de fraude à travers le pays. Que vaut aujourd'hui le bac ivoirien au plan international? Quelle orientation et quelle formation s'offrent aux nouveaux bacheliers après l'examen? On en parle tout à l'heure dans le dossier du Talk. Avec 77,7% de sa population âgée de 0 à 35 ans, l'emploi jeune est une question essentielle en Côte d'Ivoire. Malgré leurs nombreux diplômes, les jeunes Ivoiriens peinent à trouver des emplois stables. Serait-ce dû à une inadéquation de leur formation? Les diplômes obtenus répondent-ils aux attentes des entreprises? Pour évoquer les questions de l'emploi jeune, nous aurons avec nous M. Didier Akwete. Il est directeur du cabinet de recrutement Afrique Search. Analyse, débat et décryptage, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Bonsoir. On est très heureux de vous retrouver et surtout merci à vous, téléspectateurs, de nous accueillir tous les soirs chez vous à la maison à travers vos petits écrans qui d'ailleurs deviennent de plus en plus grands. Sait-on jamais. En tout cas, la The Team, elle est au grand complet, elle est au taquet, elle est en forme. Monsieur Serge Kouachi, bonsoir. Rebonsoir, Brice. Rebonsoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aime bien quand vous le dites. Bonsoir. Ryan Assi, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Brice. Ça se passe bien? Ça va bien. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Israël Guébo nous rejoint ce soir. Bonsoir, Israël. Bonsoir, Brice. Bonsoir, la The Team. Bonsoir, Israël. Et Pink, like a Pink, shine, shine, Pink ce soir. Sophie Rida, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, oui, ça va et toi? Ça va très très bien. Yes. Pink, like a pink, j'ai pas compris. He's trying, il essaye. L'anglais, tu sais, c'est pas Voilà, parce que j'ai décidé, hein, parce que la petite minute, je parle aux téléspectateurs, hein, de répondre à un téléspectateur qui, enfin, il doit être nombreux, qui disait l'animateur, je l'aime bien, mais il parle un peu dans sa gorge. J'ai décidé aujourd'hui d'éviter de parler dans ma gorge et pour te faire plaisir. Et bon, enfin, pour tous ceux qui J'ai reçu les mêmes critiques, donc je crois qu'aujourd'hui, on va essayer de faire des efforts. Parce qu'on écoute, nous, nos téléspectateurs, qu'on aime tant. On les écoute. Bon, ceci dit, on démarre tout de suite avec les faits marquants de l'actualité d'ici d'ailleurs. C'est maintenant et c'est dans le Live Actu. Je sais, c'est abusé. On commence par la politique et avec vous, Israël Guébo, il est question de protestation. Ils ne sont pas contents, les pro-Gbagbo. Ils protestent contre le retrait du nom de leur candidat sur la liste électorale. Oui, vous l'avez vu circuler un peu sur les réseaux sociaux. Plusieurs proches de l'ancien président Laurent Gbagbo se sont plaints du fait que, comme d'autres personnes aussi, le nom a disparu de la liste électorale. Donc hier, ils étaient à une manifestation avec des militants, avec aussi des personnes de haut rang proches de Laurent Gbagbo. Je pense à Armand Ouigné, Hubert Olaï, Sébastien Danon-Djedje, et qui sont allés essayer de comprendre pourquoi est-ce que le nom de leur leader a disparu. Disparu? Pourquoi vous dites disparu? Parce qu'il a été supprimé. On a vu qu'il était là un jour et le lendemain il n'est plus là, donc disparition. Et puis donc ils étaient mécontents et ils ont été reçus par le président de la CEI qui s'est un peu dédouané en disant que ce n'est pas de son fait. Hein. C'est le ministère de la Justice qui lui transmet une liste. Ensuite, eux, ils croisent les données et puis bon, ils retirent les personnes qui sont sur cette liste du ministère de la Justice. Alors ce matin, en conférence de presse, le président de la CEI a indiqué qu'il y a 3 critères pour être retiré de la liste du fichier électoral. Premier critère, il faut être condamné pour un crime, pour un délit qui n'est pas assorti d'un sursis. Il faut avoir été condamné. Il faut avoir été condamné. Ensuite, deuxièmement, il faut il faut être déchu donc, de ses droits civiques et politiques. Et puis troisièmement, il faut être décédé. Donc, c'est un peu les raisons pour lesquelles il a expliqué que le président Laurent Gbagbo a été enlevé. Il n'est pas le seul, hein, il y a d'autres également qui ont été enlevés de cette liste-là. Et il a indiqué également que dès demain s'ouvre la période des contentieux, donc aux personnes qui sont intéressées de se rapprocher et puis d'introduire leurs demandes, et puis bon, après ils aviseront. D'accord.
Je pense que d'ailleurs, si tout se passe bien, on devrait recevoir demain sur ce plateau-là le président de la CEI. Il donnera certainement les détails de cette déclaration-là. Et puis, il aura à répondre à des questions de téléspectateurs aussi, que vous pouvez nous faire parvenir à travers nos différentes pages des réseaux sociaux. Merci beaucoup, M. Guébo, pour ces informations. Je me tourne vers Serge Kouachi et le tout nouveau candidat, Afi N'Guessan, déballe ses ambitions. Et là, nous sommes au FPI. Et oui, et pour toujours parler du Front populaire ivoirien, mais cette fois-ci d'une certaine rive en tout cas, on va dire que Afi N'Guessan a été désigné comme le candidat de ce parti, le FPI, donc le samedi 1er août dernier, à l'issue du 5e congrès extraordinaire éclaté du parti. Dans sa déclaration faite, Afi N'Guessan a défini les différents axes de son projet de gouvernance. On retiendra parmi ses grands projets celui de réforme de la Constitution. Parce que pour lui, la Constitution n'est pas faite pour satisfaire un camp, mais pour organiser une société. On se souvient que sur ce plateau, Afi N'Guessan nous avait dit qu'il ne dévoilerait pas toute sa stratégie, et notamment le contenu de son plan de campagne. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait petit à petit. Donc il propose des États généraux de la République qui seront le cadre de réflexion sur la nouvelle Constitution qui consacrera la 4e République avec un régime présidentiel modéré, la suppression de la vice-présidence, du Sénat et le renforcement du rôle de l'Assemblée nationale. Donc pour lui qui n'est pas assez efficace et assez fort. Lui, président de la République, il n'y aura ni mort, ni prisonnier, ni exilé politique. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour le retour du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Voilà en substance ce qui a été déclaré le samedi 1er août par le candidat désigné du FPI, M. Afi N'Guessan. Il faut dire beaucoup d'ambition en tout cas. Que cette candidature élargit davantage le fossé entre les pro-Gbagbo et les pro-Afi, parce que on se souvient que sous la bannière de EDS, ce qu'on appelle les GOR, donc les Gbagbouriens, ont décidé que Laurent Gbagbo soit le candidat du FPI. Et le camp d'Afi N'Guessan, FPI également, a décidé que Afi N'Guessan soit le président. Donc aujourd'hui, dans le FPI, de façon globale, il y a deux candidats. Je pense que de toutes les façons, ces deux tendances-là auront intérêt à se réunir. Ah oui. De toutes les façons, puisqu'aujourd'hui, on parle, le contentieux s'ouvre demain, mais pour l'instant, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est toujours pas sur la liste électorale à la base. Donc si Afi N'Guessan est candidat, ça fait au moins une voix pour le FPI. Si jamais ils ont envie de revenir au pouvoir, ils devraient en principe être tous derrière un candidat désigné. Après, l'avenir nous dira. Well and see. Vous auriez dit. Hein. Bon, Rayana, ce soir a une bonne nouvelle pour nous. Une très bonne nouvelle pour toute la société ivoirienne. Donc, c'est le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables qui a lancé ce lundi une campagne de sensibilisation sur l'efficacité énergétique. Alors, l'objectif de cette campagne, c'est de lutter contre le gaspillage et la cherté de la vie. Et ceci en amenant la population à adopter des comportements qui viseraient la réduction de la consommation d'électricité. Une bonne nouvelle pour les consommateurs de la CIE. Alors cette campagne présentera aux citoyens de toutes les couches sociales, donc pas de différenciation, des gestes simples et économiques pour réduire les consommations d'électricité, mais surtout les mauvaises habitudes qui amènent parfois au gaspillage. C'est d'ailleurs ce qu'annonce le slogan de la campagne qui est « Si tu gaspilles ton courant, tu gaspilles ton argent ». Le ministre Aboudrahmane Cissé a indiqué que cette campagne devrait s'étendre sur un mois, donc du 3 août au 3 octobre, donc de ce lundi 3 août au 3 octobre prochain. Et les canaux utilisés pour cette communication seront les réseaux sociaux, la télévision, la presse écrite, la radio et tous les autres médias. Il faudrait que ce genre de campagne soit continuelle, permanent. Il ne faut pas attendre juste une période, mais il faut que ça avance toute la durée dans les écoles et pas seulement également à la télévision. Ouais. Pour moi et ma voisine qui comprenait les choses à moitié. Merci beaucoup. C'est très gentil ça pour elle. C'est très gentil pour elle. Alors, réduction de la consommation par nous. La facturation reste la même. Donc, en fait, si vous ne gaspillez pas, vous n'allez pas payer beaucoup. C'est tout. Si tu gaspilles ton courant, tu payes. Tu gaspilles ton argent. Et je pense que ça vient quand même désolée, mais je pense que ça vient quand même à point nommé parce qu'on est à un moment où la population est un peu inquiète parce que c'est vrai que la CIE a allégé les modalités de paiement en les repoussant, mais quelque part ça crée une inquiétude parce qu'on se dit finalement on aura toute cette facture sur le dos. Donc le but c'est de vraiment pouvoir alléger justement ces factures-là et consommer un peu moins en réduisant le gaspillage. Eux, ils disent pas, on diminue les prix,
Mais ils disent... Non, mais justement, vous réduisez la consommation. Moi, je vois ça comment? Je vois ça parce que quand ça va vous tomber dessus, quand ça va nous tomber dessus après ces factures-là, on nous dira, on vous a donné le conseil de ne pas gaspiller votre énergie. Voilà. Ça veut beaucoup, c'est que c'est gaspillé, c'est ça? Bon, allez. Bon, on va faire attention, on va pas gaspiller l'énergie. C'est toujours une bonne initiative. C'est toujours une bonne initiative. Hein. Tout le monde y gagne à ce qu'on ne gaspille pas. C'est vrai qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes aussi dans nos foyers. Sortir de la maison, laisser la télé allumée. Ouvrir le réfrigérateur plusieurs fois. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Ça sent le vécu, là. Ah oui, quotidien. Non, mais faut être honnête dans la vie. Voilà. C'est pas parce qu'on est sur un plateau télé qu'on va pas s'identifier à l'Ivoirien. On n'est pas des surhommes, ça sent le vécu. On en parle dans un mois et puis on voit si les habitudes ont changé, si la campagne a payé. En tout cas, moi j'attends de voir que ma consommation... Redis-moi comment on dit, si tu gaspilles? Si tu gaspilles ton courant, tu gaspilles ton argent. On va plus faire le spot. À l'international, Juan Carlos, ancien roi d'Espagne, il est visé par une enquête pour corruption. On en parle avec vous, Sophie Aïda. Exactement, Brice. Alors, ces derniers temps, j'ai vu que vous étiez à l'affût de rebondissements avec la Casa de la FIF ou les feux de la FIF, comme on en parlait, c'était hier, je pense. Donc aujourd'hui, je vous apporte un épisode de la Casa Real. Ça tombe très bien, justement, que ce soit sur vous que ça tombe, parce que vous êtes très prompte à nous... Non, c'est le shine, non, ça ne se dit pas la Casa. Ça dit quoi? En espagnol, c'est si? J'ai fait allemand. La casa. Non, j'arrivais dans l'espagnol, il ne faut même pas t'inquiéter. La Casa Real, c'est mieux. Si. Qui veut dire la maison royale, donc tout droit de la monarchie espagnole. Donc Juan Carlos, comme vous avez dit tout à l'heure, l'ancien roi d'Espagne, est en plein dans le viseur de la Cour suprême espagnole pour une affaire de corruption. Il a donc décidé de quitter le pays dans une lettre qu'il a adressée à son fils, qui a été citée par la Maison Royale ce lundi 3 août, où il dit, je paraphrase, être guidé par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, aux institutions et à son fils en s'exilant hors du pays. Néanmoins, il y a certains médias locaux qui considèrent que l'ancien souverain aurait déjà quitté le territoire national pour une destination pour le moment inconnue. Alors, je vais juste vous faire une petite historique de ce qui s'est passé en Espagne avant et puis ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il avait bien commencé, Juan Carlos, il a même contribué à redorer l'image, on va dire, de la couronne espagnole. En 1975, c'était la fin du régime dictatorial de Franco. Si pour ceux qui étaient déjà nés, vous vous en souvenez, sur ce plateau. Puis, oui, aussi, tout simplement. Tout simplement. Et puis ensuite eu l'avènement de Juan Carlos, donc, qui est passé roi et qui a régné pendant 38 ans dans le pays. Et puis en 2014, il abdique en faveur de son fils Felipe VI, qui depuis lors se bat en fait pour sauver la monarchie qui a été ternie par d'innombrables frasques, scandales, casseroles de son père. Alors, la dernière en date qui a fait jaser la presse internationale et le pays, c'est un contrat litigieux avec l'Arabie Saoudite lors d'une attribution d'un contrat pour la construction de chemins de fer en Arabie Saoudite qui a été remis en fait à un groupe d'entreprises espagnoles. Donc, alors, tenez-vous prêts, il a reçu la somme de 100 millions de dollars de pots de vin. Il l'aurait. Il aurait exactement reçu la somme de 100 millions de dollars de pots de vin dans un compte suisse pour avoir été facilitateur de cette opération. Une petite partie de la somme a été déposée dans le compte d'une fondation au Panama, dont il est dont il serait le seul ou le principal bénéficiaire. Et puis la majeure partie de cette somme-là, donc 75 millions de dollars, a été versée aux Bahamas dans le compte d'une certaine Corinna Larsen, d'origine allemande et suédoise, de 56 ans, qui ne serait autre que son ex-maîtresse. Alors, en 2018, la presse espagnole avait publié des enregistrements de cette dame-là, qui affirmait donc avoir reçu ce petit cadeau de l'ancien souverain à la suite justement du deal effectué avec l'Arabie Saoudite. D'accord. Je vois que vous vous inquiétez un tout petit peu du serait ou aurait... Vous le mettez un peu au conditionnel, mais je peux vous assurer que Juan Carlos, là où il est, il ne va pas trop soucier, il n'a pas pourquoi se soucier de vous. Ce qu'on ne dit pas justement dans cette actualité espagnole, c'est que derrière, il faut se rendre compte que aujourd'hui, c'est la gauche socialiste qui est au pouvoir et qui a envie de petit à petit de tuer la monarchie et d'installer un système républicain. Donc, ils vont pousser jusqu'à ce que cette monarchie soit éteinte par des scandales et tout ça, mais en tout cas, ils veulent installer ce système républicain. Les scandales sont, on pense, un petit peu fondés, parce que pour que le roi décide de
s'exiler. L'ancien roi, il faut quand même qu'il y ait une raison. Son fils même a demandé à ce qu'il parte du pays. Il n'a pas envie que son père soit entaché par autant de scandales, s'il vous plaît. Voilà. Et d'ailleurs, il s'appelle Felipe VI. Oh. Un, dos, tres, cinco, Pardon. Grazie. C'est l'essentiel de l'actualité, en tout cas, concernant notre live. Tu as ma revanche ce soir. On va tout de suite ensemble notre dossier du talk. Le baccalauréat est un diplôme important de notre cursus scolaire, mais il est loin d'en marquer la fin. Vous conviendrez avec moi. Après l'avoir obtenu, tout le monde est content. Il faut ensuite affronter les études universitaires et la formation professionnelle. Quelle est aujourd'hui la valeur du baccalauréat ivoirien? Quelle orientation pour les nouveaux bacheliers? On en parle maintenant dans notre dossier du talk. PDX égale à quoi? AX carré. L'équation n'est pas si facile à résoudre. Comment s'orienter après le baccalauréat? Voici la préoccupation majeure des élèves en classe de terminale. Et lorsque le choix de filière n'est pas objectif, les regrets sont visibles. C'est le cas de Marc Manda, jeune professeur de mathématiques. J'ai eu le bac C en 2004. J'ai voulu m'orienter à l'université. Et là, j'avais opté en tout cas pour les mathématiques ou physique, chimie. Et après des conseils, mes frères m'ont fait savoir que là-bas, dans cette année-là, c'était difficile d'avancer dans cette filière-là. Donc vraiment, ça nous faisait peur. Alors voilà pourquoi on a voulu se rabattre en tout cas d'une filière qui allait plus vite. Et donc, en cette période-là, c'était des sciences économiques qui allaient rapidement. Pour finir, nous revenons encore sur les mathématiques. C'est vrai que c'est un regret. On s'est dit que si on avait continué dans cette filière mathématique-là, certainement qu'aujourd'hui, j'aurais pu être professionnel pour apprendre à l'université. Si Marc peine à rattraper sa mauvaise orientation, cela n'a pas été le cas de Gilles Alexandre Ndia. Inscrit pour des études de droit, Gilles a dû changer de filière en plein cursus universitaire, sur conseil de son professeur. Résultat, l'homme est à la tête d'une grande entreprise, leader du marketing digital en Afrique. Les idées foisonnent puisque Gilles a su trouver son chemin. En fait, on était obligé à l'école de prendre des cours d'informatique à cette époque-là. Et donc, je suis allé voir mon professeur après les premiers cours et je lui ai dit « Ah, mais monsieur le professeur, vraiment, il faut essayer de m'orienter parce que… » Et le professeur m'a clairement répondu, il m'a dit « Mais je crois que l'avenir va vers les nouvelles technologies, donc il faut t'y mettre. Il faut absolument que tu te plonges dans les nouvelles technologies. » Bon, le problème que j'avais, c'est comment j'allais repartir à la maison, annoncer aux parents que j'arrête le droit ou la compta pour des métiers qu'on ne connaissait pas encore. Et parler de nouvelles technologies. Comment je vais expliquer ça à mes parents? Pour répondre à cet épineux problème d'orientation post-baccalauréat, Edwige Doumbia a créé sa start-up, Forem, la toute première plateforme ivoirienne gratuite spécialisée dans les conseils d'orientation. On ne peut pas se baser que sur les notes. Les notes disent peu de choses de l'élève ou de l'étudiant. L'orientation, concrètement, commence dès la classe de 4e. En Côte d'Ivoire, ce sont en moyenne 100 000 nouveaux bacheliers qui frappent chaque année à la porte des universités et grandes écoles qui, elles, ont déjà dépassé leur capacité d'accueil. Dans un tel environnement, une réforme du système éducatif s'impose. On parle du système éducatif, on parle d'emploi, d'orientation. Vous en avez été victime? Il y a une question surtout que j'ai entendue dans l'élément, c'est que vaut le baccalauréat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le baccalauréat a une valeur de délivrance. Tout le monde ici, lorsqu'on a eu le baccalauréat, on était très content de passer d'un cycle à un autre, mais aussi qui nous emmène... On est surtout passé du rêve à la réalité. Un peu, ouais. Comme vous disiez, on a l'impression que c'est la fin des études. Non, c'est le début. Et moi, personnellement, j'ai été, un peu désabusé parce que moi, j'ai voulu faire de la communication du journalisme, j'étais orienté en droit. Et donc, c'est pas ce que j'avais demandé. Je sais ce que je voulais faire et on m'a orienté en droit. Et quand tu n'es pas orienté dans ce que tu veux faire, c'est compliqué parce que tu n'es pas préparé à ça. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas un problème au niveau même des canaux d'orientation? C'est-à-dire, je pense tout le monde était bachelier et puis c'était un peu l'État qui décidait de qui partait. On t'orientait surtout en fonction on t'oriente toujours en fonction des notes que tu as obtenues. Si par exemple tu as plus de notes en français, on t'envoie lettre modèle. Et même si tu as demandé, on regarde. Et puis après, il y a aussi le quota de places qu'il y a en droit, ainsi de suite. Donc après, c'était très arbitraire pour beaucoup de personnes. Il y en a qui se sont retrouvés en maths info, et puis bon.
J'ai entendu une dame dans le reportage dire que, la dame à la fin, Madame Doumbia, qui disait que l'orientation devrait commencer en 4e. Et je partage son avis parce que, par exemple, aux États-Unis, dans les lycées ou dans les collèges, ils commencent l'orientation carrément même en 5e. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils observent les capacités de l'élève, que ce soit au niveau de la communication, du sport, des maths et ainsi de suite. Chaque élève a un conseiller d'orientation au moment où il rentre à l'école. Et ce conseiller est le même jusqu'à ce qu'il graduate, on va dire, jusqu'à ce qu'il passe en 3e. Donc, il change d'école. En 3e, ce conseiller a un dossier qu'il remet à son prochain conseiller qui le suit jusqu'en terminale. Et ce conseiller-là, parce qu'il passe du temps avec l'enfant, donc ils ont des entretiens tous les 6 mois, on va dire, tous les quarters. Il voit un petit peu les capacités de cet élève-là et peut l'orienter par la suite dans une université. Moi, j'ai fait une université, par exemple, en suivant en étant poussée à faire du théâtre, donc en université, mais parce que j'avais déjà démontré des capacités depuis que j'étais en 4e et que ma conseillère d'orientation avait vu ça, quoi. Mais c'est donc, ce type de suivi qu'on devrait avoir ici, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette question de mauvaise orientation, de gens qui commencent des filières, qui s'arrêtent et qui vont reprendre depuis le début, qui perdent des années comme ça. Malheureusement, c'est peut-être une des raisons aussi qui fait qu'on a des jeunes qui sortent du système scolaire, parce que justement, quand vous avez des parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'ailleurs qui n'en ont pas vraiment, et on compte sur les orientations et sur les bourses de l'État, et quand vous obtenez le bac avec de bonnes moyennes, et qu'on vous oriente dans une université, dans une filière qui n'est pas celle que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaitez évoluer, très vite vous êtes rattrapé par le contre-coup, vous arrêtez les cours, et après vous n'avez personne pour vous payer des unités des universités privées. Donc on retrouve pas mal de jeunes qui sont victimes de... Est-ce qu'à la base, nous les jeunes sommes suffisamment sensibilisés pour exactement ce qu'on veut faire dans la vie? Ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Moi, j'ai discuté avec des jeunes de terminale, de première et de terminale, et ça, c'est un exercice que j'aime faire depuis quelques années d'ailleurs. Vous demandez aujourd'hui à un jeune de première ou de terminale, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ne serait-ce qu'après le bac. Ne serait-ce qu'après le bac comme filière. Mais je vous dis, par expérience personnelle, à 80-85%, ils ne savent pas. Donc quand vous poussez plus loin pour demander qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard comme métier, il n'y a rien, il y a zéro. La nécessité d'avoir plus de conseillers d'orientation, vous souhaitez? Oui, il faut au-delà des conseillers d'orientation, il faut que dans les classes antérieures, il faut qu'il y ait vraiment ce dispositif-là qui aiguille un peu. Parce que de toute façon, on peut critiquer notre système éducatif, c'est vrai, mais on est exposé à plusieurs matières, géographie, histoire, EPS, ECM. Donc l'enfant a le temps de tester plusieurs choses. Donc il faut qu'il y ait des éducateurs qui jouent leur rôle pour... Et à l'international, ce bac ivoirien dont on parle a un tout petit peu perdu de sa valeur à cause des grèves, à cause de beaucoup d'interruptions. Non, aussi à cause du niveau. À cause du niveau, quand vous faites le baccalauréat ici et que vous allez dans une école internationale, quand vous faites une dictée avec chaque ligne 3 fautes, écoute. En tout cas, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faille revoir carrément, repenser le système scolaire pour aller dans le sens de ce que Sophie disait tout à l'heure. Mais c'est carrément le système scolaire. Recevons ensemble notre invité du soir. Et notre invité, il est le président du groupe Afrique Search, qu'il a fondé en 1996, une structure spécialisée dans la détection de talents et la gestion de ressources humaines pour l'Afrique. C'est un chasseur de tête, comme on le dit, il est ici avec nous autour de cette table. Monsieur Didier Akouété, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Jusque-là, très bien. Ben, ça nous fait plaisir. Il a dit bonsoir un peu comme ça. Ouais, c'est ça, comme ça. Bonsoir. Je crois que c'est devenu une tradition sur ce plateau. En tout cas, on est très, très heureux de vous avoir avec nous ce soir pour parler d'emploi jeune. On dit que vous êtes chasseur de tête, dans le bon sens. Alors, on va parler d'emploi jeune et justement de formation. On va commencer par ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la formation en Côte d'Ivoire soit adaptée aux réalités de l'offre d'emploi? Alors, pour donner une réponse directe, je dirais non. Parce que lorsqu'on regarde les filières qui sont proposées et de notre métier, on se rend compte que finalement, très peu de candidats arrivent à rentrer dans les cases des entreprises. Et donc, ça veut dire que déjà, il faut regarder la structure de l'économie pour voir ce que l'économie propose comme débouché et ensuite regarder ce que l'université offre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chiffres sont relativement inquiétants, c'est que le taux de déperdition est assez élevé. C'est-à-dire vous avez à peine 70% des étudiants ivoiriens qui finissent le cycle primaire, donc c'est énorme,
Et ensuite, quand vous allez dans le cycle secondaire, vous avez à peu près 30% qui survivent à la 3e. Et quand vous arrivez dans les cycles supérieurs, vous avez encore un taux qui est plus faible. Mais on le retrouve souvent dans beaucoup de pays. Donc, si vous voulez, j'appelle ça des dégâts humains, parce que c'est des parents qui paient l'école, c'est des États qui investissent dans l'éducation à l'arrivée. Vous avez des étudiants qui sortent du système sans autre alternative et donc qui ont du mal à s'insérer sur ce marché de l'emploi. Moi, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans des filières comme l'anthropologie, la criminologie, la philosophie, qui font un bac+5 et finalement se retrouvent un peu à la rue sans avoir du travail. Finalement, quelle est aujourd'hui, j'ai envie de dire, la solution pour ceux-là? Parce qu'ils ont quand même fait des études. 5 années, c'est pas perdu, même si ce n'est pas une filière qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'emploi. Effectivement, c'est ce que j'appelle les voies alternatives et complémentaires. Dans l'absolu, quelqu'un qui a étudié, a priori, a une compréhension des choses, une capacité à réfléchir. Et il faut juste arriver à adapter sa formation aux enjeux de demain. Donc celui qui a fait anthropologie, s'il ne trouve pas de débouché, il peut tout à fait faire une formation en journalisme et puis être journaliste, ou faire du codage et puis demain faire de... Donc c'est surtout la capacité des gens à s'adapter à l'environnement qui change. Et je crois qu'il n'y a pas de mauvaise filière. Il n'y a pas de mauvaise filière en soi, parce que s'il y a des débouchés qui sont proposés, il n'y a pas de mauvaise filière. Simplement, on est en face d'un marché. Si effectivement celui qui a fait anthropo ou sociaux, etc., crée par exemple son entreprise et peut offrir ses services à des entreprises, des individus, il n'y aurait pas de problème. Sauf qu'en face, il y a des entreprises qui ont des postes à pourvoir et qui ne rentrent pas malheureusement dans les cases qui sont offertes à beaucoup de ces étudiants. On dit de vous, monsieur Akouete, d'ailleurs on dit de vous, c'est votre titre, vous êtes détecteur de talent. Alors moi, je ne dirais pas que j'ai un problème, mais pour moi, détecteur de talent, ça ne rime pas forcément avec formation, comme vous venez, je pense, de l'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas tant ces jeunes-là qui ont fait, entre griffes, de mauvaises filières, mais c'est qu'en fait, les entreprises déjà en place ne vont pas à la recherche de talent, mais vont plutôt à la recherche de diplômes. Non, les entreprises vont à la recherche de profils. C'est-à-dire, ils vont dire, une entreprise va venir nous voir, qui est dans l'agroalimentaire, et va dire, je recherche quelqu'un, si possible, qui a une formation dans l'agroalimentaire, ou qui a une formation en marketing, ou en gestion, et qui pourrait travailler chez moi. Éventuellement, s'il a une expérience, ça m'intéresse. Donc, l'entreprise définit un profil. Et il nous appartient, ou à l'entreprise parfois, de se dire, telle personne qui n'a peut-être pas forcément fait la filière que je recherchais, a peut-être le potentiel ou la capacité ou le talent d'exercer telle activité chez moi en lui donnant un peu de formation ou en l'accompagnant un petit peu. Donc, ce n'est pas simplement une formation qu'on recherche. Quand on dit un talent, c'est qu'on recherche une aptitude aussi. Et c'est pour ça qu'on revient sur le thème de compétence. Quand on dit compétence, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. Et la compétence n'est pas simplement comme ça, c'est par l'action, par la répétition qu'on acquiert des compétences. Et donc c'est ce qu'on reproche au système éducatif. Lorsque les gens sortent du système, ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de compétences, mais ils ont un diplôme. Et le diplôme aujourd'hui, malheureusement, ne peut pas être la valeur cardinale pour exercer un métier. Je vais renchérir sur la question de Serge. On parle de détection. Sur la base de quoi on détecte aujourd'hui un profil ou un talent? Alors, nous, par exemple, dans notre métier, imaginons que voilà, vous cherchiez un emploi et on dit tiens, on recherche une capacité chez quelqu'un à pouvoir anticiper, s'exprimer, etc. Donc, quand on va vous interviewer, on va essayer d'identifier ces aptitudes que vous auriez ou que vous avez ou que vous pourriez avoir. Donc ce sont des techniques d'investigation auxquelles on se livre pour voir si la personne, effectivement, à travers son vécu, à travers peut-être son passé, à travers son potentiel, peut avoir ces aptitudes-là et donc peut avoir ce talent. Sophie, est-ce que vous direz aujourd'hui qu'un jeune n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme, mais peut se présenter dans une société, des sociétés de la place, des multinationales, en ayant, comme vous dites, des aptitudes et oser chercher un travail d'ingénieur, par exemple, parce qu'il s'est formé tout seul, on va dire, sur Internet, ou bien, voilà. Je parle d'ingénieur, mais ça peut être n'importe quel métier, en n'ayant pas de diplôme. Est-ce que c'est possible, ça, aujourd'hui ? Ce n'est pas impossible. Le diplôme est une suspicion de compétence ou d'aptitude. Okay. Et donc, c'est une sorte de dénominateur qui permet à tout le monde de se dire, tiens, s'il a étudié 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, a priori, il a appris des choses.
En revanche, vous pouvez tout à fait rencontrer un chef d'entreprise dans une conférence ou dans la rue, et vous commencez à essayer de l'expliquer ce que vous avez fait, ce que vous faites, et il va dire, mais dis donc, il a l'air intéressant, elle est intéressante, cette personne, waouh, comment vous avez fait? Eh ben, j'ai pas eu de diplôme, mais j'ai été formé sur le tas, et la personne va dire, tiens, j'aimerais bien vous tester, parce que vous avez des aptitudes sans diplôme. Et justement, c'est aussi l'occasion peut-être de tordre un peu le cou au mythe du diplôme. Si vous voulez, surtout en Afrique francophone, le mythe du diplôme est vraiment ce qui guide l'éducation. Et c'est peut-être allez, on va dire un héritage qu'on ne va pas nommer. Mais tout le monde veut être... C'est la même chose, par exemple. Bah oui, tout le monde veut être à l'université, bac plus 5, plus 7, plus 8. Mais parce qu'il finit aussi, lorsque, par exemple, vous postulez un poste, on vous demande la copie certifiée de votre diplôme, du BEPC jusqu'au Master 2. Moi, j'ai une question qui va peut-être faire avancer le schmilblick. Alors, de votre expertise aujourd'hui par rapport à votre groupe Afrique Search, si vous devez vous adresser, on va dire, à M. Ventron, directeur d'entreprise aujourd'hui, est-ce que vous pourriez certifier, en tout cas lui dire, si vous avez en entretien un jeune diplômé, donc un profil qui recherche, et un jeune talentueux, entre ces deux, lequel est bankable, lequel est le plus productif selon votre expertise? Alors, les entreprises ont des règles. Si vous voulez, on va dire, si vous voulez rentrer dans les cases chez nous, il faut que vous ayez tel niveau de diplôme minimum parce qu'il y a une classification, il y a un salaire qui va avec votre niveau de formation, etc. Mais l'entreprise peut tout à fait dire, et on le voit par exemple en Allemagne très souvent, où quelqu'un n'a pas un diplôme d'ingénieur, mais n'a qu'un diplôme de technicien, entre guillemets, qui va être recruté et au bout d'un an, monter en qualification au niveau ingénieur, directeur de production, parce qu'on sent qu'il en a la capacité, il en a les aptitudes. Donc à l'entreprise, on lui dit, nous avons ce candidat qui nous paraît très bon, qui a un énorme potentiel, qui n'a peut-être pas le diplômé, rencontrez-le, et parfois ça fonctionne. Mais on a même vu des... expérience, si vous deviez me donner un ratio. Oh, allez, on va dire, c'est quand même un ratio faible, c'est peut-être 10-15%. Les entreprises sont très formatées, si vous voulez. C'est des organisations, c'est des cases. Et généralement, personne ne veut prendre le risque de recruter quelqu'un qui va peut-être pas performer. On va dire, ah, on t'avait dit, il n'avait pas le niveau de formation, il n'avait pas l'expérience, oui, mais j'ai pris le risque, etc. Donc, ce sont des organisations, les gens prennent pas de risques. De convaincre justement ces entreprises de par votre expérience. C'est ce que nous faisons parfois, mais on n'a pas toujours gain de cause. Vous savez, nous, on ne fait que proposer des candidats, mais c'est l'entreprise, in fine, qui va récupérer le candidat pendant toute sa vie. Enfin, en tout cas, le temps qu'il y sera. Donc, c'est un peu moins évident. Mais pour revenir, par exemple, à l'anthropologue, nous, on a recruté un banquier qui avait une formation de sociologue, mais qui a parfaitement réussi dans le système financier, de manière étonnante. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément une formation de base, ne vous empêche pas d'exercer d'autres métiers. D'autant plus que la plupart des métiers qui vont apparaître dans les 10-15 prochaines années, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Exactement. Donc comment voulez-vous former des gens aujourd'hui à des métiers qui n'existent pas? Et donc on va peut-être en parler après. Quelles sont les aptitudes qu'il faudrait avoir pour survivre dans le monde de demain? De ma petite expérience en tant que chef d'entreprise, je me rends compte, et c'est un constat peut-être que vous ne partagerez pas, qu'on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de personnes qui ont un bac plus 5, tout ça, et il y a une forte offre pour en griffe des petites mains. Est-ce qu'il ne faudrait pas orienter les personnes vers l'enseignement professionnel et technique de plus en plus, plutôt que, je ne sais pas, vers... Non, mais je partage, c'est-à-dire que nous avons des armées de généraux. Vous savez, c'est la pyramide inversée. Tout le monde veut avoir des hauts diplômes et en bas, il n'y a plus personne. C'est parce que ceux qui sont en haut sont mieux payés. Oui, non, peut-être, mais ceux qui sont en haut, finalement, ne trouvent pas de débouchés parce qu'il n'y a pas de débouchés pour tous les généraux. L'offre, le bas, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est des gens qui sont très diplômés, mais qui, finalement, ont des jobs qui correspondent peu à leur niveau de formation. Et donc, ils acceptent des jobs inférieurs parce qu'il n'y a pas tant de débouchés que ça. Et j'abonde encore dans votre sens, c'est qu'aujourd'hui, le déficit est beaucoup plus sur les métiers techniques, sur les filières techniques. Aujourd'hui, on parle d'industrialisation, on parle de manufacture, on parle d'énergie, on parle d'infrastructure. On n'arrive pas à recruter des techniciens, même pas des ingénieurs, des techniciens. On avait conduit par exemple une étude il y a 7-8 ans dans une dizaine de pays en Afrique francophone, dont la Côte d'Ivoire, et les entreprises disaient, mais si on veut un cadre, pas de problème, on en trouve. Mais si on veut des techniciens, même des gens qui ont bac -3, bac plus 2, il faut aller les chercher on n'en trouve pas parce qu'il n'y a pas de formation. Et j'aime bien prendre l'image vous savez, de l'autoroute. Vous savez, quand vous prenez une voiture, vous rentrez sur l'autoroute, il y a des sorties.
Ben, nous, dans notre système scolaire, si vous rentrez sur l'autoroute, vous devez aller jusqu'au bout. Donc, quand vous sortez, c'est comme si vous aviez eu un accident de parcours et donc on dit, c'est un pestiféré, il ne vaut rien, on ne peut pas lui donner un travail. Alors que le principe de l'autoroute, c'est qu'il y a une première sortie. Si vous ne voulez pas aller plus loin, vous sortez, vous arrêtez, après vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez. L'autoroute se construit, vous allez dans une autre ville. Et donc, ce système qui doit permettre à nos jeunes, une fois qu'ils rentrent sur l'autoroute, de pouvoir sortir, avoir des débouchés, avoir des compétences, revenir sur l'autoroute éventuellement pour des nouvelles compétences, de nouvelles formations, est un système qui est beaucoup plus valable. Mais même, on va au-delà de l'autoroute, parce que si vous voulez, quand on change aujourd'hui d'univers métier, quelqu'un qui, par exemple, fait du journalisme aujourd'hui, peut tout à fait demain se retrouver dans un univers industriel, on va le dire, de produire des voitures ou de produire des datas pour des véhicules. Donc, en fait, il n'est même plus sur l'autoroute. Il change carrément de planète et d'univers. Et donc, comment il s'adapte à tout ça? Et c'est un peu ça qu'on doit expliquer aux jeunes pour demain. Pas forcément compris l'image, on va dire, de façon terre à terre. Comment vous voyez, comment vous pensez, si vous pouvez nous expliquer même avec des exemples, la réforme du système scolaire ivoirien? Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est un système qui est bancal pour l'instant. Quelqu'un qui s'arrête en classe de CM2, par exemple, ou CM1. Avec des exemples concrets, si vous Oui, qui finit son CM1 ou CM2, et en sachant que plus de 60% n'arrivent pas jusqu'au CM2. Donc, on peut dire, très bien, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que c'est de l'électronique, de la mécanique, de l'agriculture? On peut l'envoyer vers une école de métier, au métier agricole. On peut l'envoyer vers un centre de formation au métier de l'électricité, au métier du bâtiment, etc. Donc, c'est ce que ça veut dire. Une fois qu'il a fait ça, il peut tout à fait retourner après dans un cycle de perfectionnement qui équivaudrait à un niveau 3e ou à un niveau CAP ou Bac Pro, au fur et à mesure où il acquiert des spécialisations. Donc, c'est simplement, c'est que le principe de l'autoroute, c'est que ce n'est pas une voie unique. Il faut qu'on puisse sortir, faire des formations professionnelles, et ça rejoint ce que vous disiez. Nous avons un déficit de centres de formation professionnelle, de centres de métier, donc qui donnent des compétences aux individus et pas simplement des diplômes. Et la preuve, c'est que beaucoup de centres de métiers ont fermé dans nos pays, y compris en Côte d'Ivoire. Même l'école, ça c'est des ingénieurs, mais Bingerville, le centre d'électricité, formait la plupart des ingénieurs dans le domaine de l'électricité pendant des années. Ça a fermé, aujourd'hui ça a rouvert, mais c'est un exemple qui illustre le fait qu'à un moment donné, nous avons abandonné les systèmes de formation des métiers au profit du système classique, universitaire, et quand on sort, on ne sait plus rien faire. Vous parlez du système depuis quelques minutes, on parle du système, les gens veulent savoir, c'est qui le système qui doit aujourd'hui reformer les choses, cette autoroute-là, ne pas attendre la fin pour pouvoir sortir, qui doit la reconstruire, par exemple? Alors généralement, il y a quand même un ministère de l'Éducation, il y a un gouvernement, il y a un chef de l'État qui donne des orientations. Voici ce que je veux. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit, on veut un pays émergent, quelles sont les priorités de ce pays émergent? Est-ce que c'est l'industrie? Si c'est l'industrie, on dit attention, il faut qu'on ouvre des filières au métier de l'industrie, qu'on ouvre des centres de formation à ces métiers. Si on dit par exemple le défi énergétique de la Côte d'Ivoire doit être relevé, il est en partie, ça veut dire qu'il faut ouvrir des centres de métiers, d'électricité, etc. Si on dit on veut être un pays agro-industriel, quand même, presque 40% des recettes d'exportation, c'est le cacao. On peut dire on va ouvrir des centres de métiers au métier de l'agroalimentaire, où vous allez avoir des jeunes qui vont faire des parfums pour l'agro-industrie, d'autres jeunes qui vont faire des petites manufactures, qui vont faire des packaging pour emballer les jus de mangue, bref, etc. Donc, de façon concrète, c'est une vision. En proposition, si je résume bien, vous souhaiteriez qu'il y ait beaucoup plus de conseillers d'orientation, ne serait-ce que déjà dans le système primaire, le système scolaire au niveau du primaire, et ces conseillers-là, vous pourrez même les former. Il faut ces conseillers et puis faire de l'immersion. Lorsqu'on demande à un bachelier, qu'est-ce que tu veux faire demain? Et je ne sais pas. Parce qu'il n'a peut-être même jamais fait de stage dans une entreprise. Quelqu'un qui vient peut-être passer une semaine à Live TV peut dire « Ah, waouh, le métier de vieux, c'est génial !» On voit le déclic. Quelqu'un qui va chez une entreprise comme C'est Moi, ou qui va, je sais pas, à Sifka ou MTN, etc., dit « Ah, ce métier, j'ai trouvé ça passionnant. » À une certaine époque, c'était les entreprises qui venaient dans les écoles, quand il y avait les juniors entreprises, il y avait des journées carrière, en fait. Oui. C'est des choses que peut-être vous, à votre niveau, vous pouvez aujourd'hui essayer de faire revenir de façon privée. Ça existe toujours, les journées carrière, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Je vois de moins en moins d'entreprises venir dans les écoles aujourd'hui pour expliquer les métiers aux jeunes, pour savoir, voilà, vous voyez telle entreprise. Il y en a un petit peu moins.
Mais il faut aussi que les entreprises, il y ait suffisamment d'entreprises qui acceptent aussi de jouer le jeu. Parce que vous vous souvenez ce qu'on appelle les stages photocopie ou les immersions photocopie, vous voyez rien du tout, vous faites des photocopies et des cafés à longueur de journée. Bon, on connaît ça aussi. Donc, c'est un partenariat entre l'État, le secteur privé et la société de manière générale. Donc je ne partage pas le point de vue sur le stage photocopie et banane braisée, parce que je trouve que déjà entrer dans l'entreprise, pour un jeune ambitieux, ça peut créer déjà un déclic. Ça fait partie de la vie de l'entreprise, donc oui, c'est aussi tester ta disponibilité. Moi, je connais quelqu'un qui est rentré dans une entreprise de téléphonie à la photocopie, et même pas en stage, et qui est aujourd'hui un des grands patrons. Parce qu'il est rentré, il a aimé, il a découvert, il a creusé. Oui, mais si vous voulez, si on veut aller au bout du raisonnement, si l'entreprise accepte d'accueillir un jeune, c'est pas juste pour qu'il soit à la photocopieuse toute la journée. Il faut qu'il découvre le métier de l'entreprise. Au moins qu'ils acceptent de faire entrer les jeunes, ne serait-ce que pour des stages. Mais donc qu'il découvre le métier, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour lui. Il n'aura rien appris. On a effectué des constats. On disait pour cette deuxième partie d'entretien, nous allions évoquer quelles solutions, qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer de faire face à la situation. D'ailleurs, à ce propos, en 2015, au TEDx, vous releviez qu'en Afrique, plus de 80% des jeunes sortent du système scolaire sans qualification. Moi, j'ai envie de dire, comment on fait pour rattraper le tir ? Alors, pour rattraper le tir, c'est vraiment multiplier les formations courtes pour exercer des métiers. C'est pour ça que je dis le mythe de l'ingénieur ou du docteur en physique, il en faut. Mais pour beaucoup de ces jeunes qui sont sortis, il faut qu'on propose des formations techniques courtes. Je donne un exemple. Si aujourd'hui j'ouvre une usine pour transformer du cacao en Côte d'Ivoire, je peux tout à fait embaucher certains de ces jeunes que je peux former à travailler en usine, en production. Je peux former certains de ces jeunes à la distribution, à la logistique. Donc vous voyez, quand on prend les filières métiers et les secteurs d'activité, il y a une série de métiers qu'on peut tout à fait récupérer en fait ces jeunes et les former à ces métiers. Et donc c'est pour ça que c'est important d'ouvrir de plus en plus de centres de métiers professionnels, de métiers techniques. Israël Guébo ? Quand on regarde un peu les chiffres qui sont donnés ça et là, on voit bien qu'il y a une contradiction. La Banque africaine de développement annonce 70-80% de taux de chômage. L'État de Côte d'Ivoire parfois annonce entre 2 et 5% de taux de chômage. Comment est-ce que vous expliquez cette contradiction au niveau des chiffres ? En fait, ce sont les statistiques du BIT qui sont un peu trompeuses. Si vous voulez, le principe d'une organisation comme le Bureau international du travail, c'est que quelqu'un qui est au chômage doit être inscrit dans un centre de demande d'emploi, se réinscrire régulièrement pour qu'on constate qu'effectivement il recherche et qu'il est au chômage. Or, dans nos pays, vous voyez bien que les instruments statistiques ne sont pas toujours très fiables. Alors on a des statistiques 5 ans, 10 ans après. Et quand on regarde la réalité du marché, faites un sondage autour de vous. En réalité, les chiffres voudraient que à peine 15% de ceux qui sortent du système avec un diplôme trouvent un emploi, d'abord. Ensuite, c'est presque 95% de ceux qui travaillent, qui sont dans le secteur informel. Et je voyais un reportage avant l'émission de ces mécaniciens, et le secteur informel, ceux qui y sont formés sur le tas. Donc il n'y a pas de formation professionnelle. Et l'exemple des mécaniciens, très intéressant. Aujourd'hui, la plupart des voitures sont bourrées d'électronique. Si vous avez un jeune qui apprend sur le tas, qui ne sait pas ce que c'est une voiture avec des composants électroniques, qui n'a pas un banc pour mesurer la panne, parce que la panne est détectée par une machine, comment voulez-vous qu'il s'adapte au parc automobile à Abidjan? Donc, ce jeune qui est dans l'informel, on constate qu'effectivement, il a un emploi, donc statistiquement, il est en activité, sauf que c'est un emploi sous-qualifié et un emploi vulnérable. Donc, une fois qu'on accumule les statistiques liées à la vulnérabilité, au sous-emploi, avec des conditions, bien sûr, d'emploi qui ne sont pas semblables à une entreprise formelle, eh ben, ces jeunes, on considère en réalité qu'ils n'ont pas un emploi qui correspond à leur formation ou un salaire décent qui leur permet de vivre. Sophie Aïda. Monsieur Akouté, est-ce que vous considérez que l'entrepreneuriat peut être une solution justement à cet apport de richesse pour les jeunes, ou une solution pour eux pour trouver du travail aussi? Alors probablement, parce que si vous voulez, le secteur public, qui était le principal pourvoyeur d'emploi jusqu'au plan d'ajustement structurel, embauche très peu. Donc c'est le secteur privé. Or, on voit que la surface du secteur privé de nos pays est extrêmement faible. Donc, ces jeunes, certains ont du talent, on peut créer, on peut tout à fait les encourager à créer une entreprise, mais à condition de les accompagner. C'est une entreprise,
quand je dis bienvenue en enfer, quoi. Quand on crée son entreprise, c'est dur. Et donc, avec un peu d'accompagnement, avec des incubateurs, avec des coachs, ces jeunes en arrivent, comme on le voit dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, ces jeunes sont accompagnés. Et le problème de beaucoup de jeunes, c'est l'absence d'accompagnement. Même s'ils ont de bonnes idées, la mettre en œuvre et gérer une compagnie, c'est autre chose. Et donc, il faudrait plus, dans les réponses, plus de centres d'accompagnement, plus de coachs, voire même plus d'écoles qui forment à l'entrepreneuriat. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous allez au collège, il faut vous apprendre ce que c'est entreprendre. À l'université, il faut qu'il y ait un module sur entreprendre. Et d'ailleurs, même ceux qui sont diplômés, par exemple, les médecins, une fois qu'ils sortent, ou les pharmaciens, ils disent, je ne sais pas jurer, moi. Je connais un métier, mais je ne sais pas jurer. Et donc, on dit aujourd'hui, il faut apprendre à tout le monde à gérer, à créer une entreprise. Donc, c'est une solution à condition qu'il y ait l'accompagnement. Et puis qu'on profite des filières, des entreprises, pour insérer ces jeunes dans ces filières. Une entreprise qui, par exemple, produit ses meubles peut tout à fait demander à un jeune de créer une petite unité qui va faire la découpe, peut-être un jeune qui va faire le polissage, peut-être un jeune qui va distribuer après, et l'entreprise, elle, fait que l'assemblage. Donc, comment on rentre dans des chaînes de valeur, dans l'agro-industrie, dans l'industrie générale, etc., pour insérer ces jeunes dans des filières. J'ai un peu la réponse à ma question sur la fin de votre intervention, sauf que j'aimerais savoir quelle est la place de votre cabinet, on va dire. Pour ce jeune qui aujourd'hui nous regarde et qui a une petite entreprise de menuiserie par exemple, et qui a des ambitions, qui a envie de se développer, comment est-ce que vous pouvez l'aider concrètement? Alors nous, ce qu'on a fait, nous avons créé une plateforme qui s'appelle SME Champions Forum. En fait, pour l'instant, c'est un forum qui a lieu une fois par an, où on regroupe des jeunes, des grosses entreprises, des PME, pour leur donner accès à de la formation, à du financement, à de l'expertise. Alors c'est un forum qui tourne, c'est itinérant, on l'a fait à Abidjan, à Dakar, à Johannesburg, etc. Et la prochaine étape, c'est d'avoir une plateforme justement d'accès à ces services, pour que ces jeunes puissent, une sorte de one-stop shop, où ils peuvent avoir accès à toutes ces informations. Mais si vous voulez, le secteur privé peut jouer son rôle, mais il y a un État. On est dans des pays où les États doivent jouer un rôle d'accompagnement. Le secteur privé, quelqu'un qui crée une entreprise donnée, n'a pas vocation à être une entreprise forcément sociale. Il peut faire ça dans le cadre de la RSE, mais il a des employés, il a des charges, donc il faut qu'il fasse tourner son business. Donc s'il n'y a pas un partenariat entre l'État et le secteur privé, on va toujours naviguer entre l'État qui a du mal à remplir son rôle et puis le secteur privé qui est concentré sur la création de richesses. C'est d'ailleurs pourquoi, je lisais quelque part, je lis que vous disiez, vous parliez de politique intelligente. Bah oui, si vous voulez, il n'y a pas de développement sans politique intelligente qui associe les différents acteurs. Et on le voit, c'est-à-dire il faut même sortir des dogmes. On l'a vu avec la crise du Covid, les pays les plus libéraux ont subventionné les entreprises, le privé, alors qu'on disait non, jamais, jamais. On a utilisé la planche à billets. Donc, s'il n'y a pas une politique intelligente correspondant au contexte du moment, c'est difficile. Et là, dans cette crise, on en parle, les PME qui doivent avoir accès à des financements pour passer la crise, combien sont-elles, combien est-ce qu'ils ont reçu, ces jeunes qui ne vont peut-être jamais arriver sur le marché du travail, comment on les accompagne. Donc l'intelligence d'une politique, c'est d'associer l'ensemble des acteurs. Et comme j'aime bien le terme, là je reviens sur celui qui évoque la réinvention de la jeunesse. Alors la réinvention de la jeunesse, bah oui, c'est vrai. Alors la jeunesse, c'est la jeunesse, nous avons tous été jeunes. Parfois, enfin vous êtes encore jeune. Je pense que nous sommes tous. Non mais quand on parle à un jeune, quelqu'un qui a 16-17 ans, un ado qui a 17, 18, 19 ans, il voit un monde différemment. Vous voyez? Et aujourd'hui, dans un monde où son monde, c'est les smartphones, c'est les technologies. Comment on réinvente ce jeune dans ce monde d'aujourd'hui? Ce jeune qui va à l'école, qui en sait parfois plus que son prof, parce qu'il est tout le temps connecté, il voit des documentaires, on voit avec nos enfants. Ce jeune, il faut le réinventer. Le jeune d'hier, c'est plus le jeune d'aujourd'hui. Nous-mêmes, on est déjà trop vieux. Quand je dis on est trop vieux, nous ne sommes pas des digital natives, comme on dit. Donc ces jeunes, quand on dit se réinventer, c'est qu'ils vivent dans un monde qui est le leur et que nous ne comprenons pas forcément bien. Y compris l'emploi. On parlait d'emploi, et il y a des parents m'appellent en disant « Mais mon fils est en train de quitter son job, alors qu'il n'a pas trouvé un autre job. Est-ce que tu peux lui parler ?» L'équipe, ils ne sont pas inquiets parce qu'ils ont foi en l'avenir, ils se disent qu'ils peuvent toujours rebondir, alors que notre génération, c'était bon, on prend un job, on y reste au moins 5 ans, parfois 10 ans, avant c'était même 20 ans, etc. Donc le monde a changé, les jeunes doivent se réinventer et regarder le monde différemment et leur pays différemment. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'État-providence n'existera plus.
Et donc ces jeunes, comment peuvent-ils se prendre en charge en oubliant on se rend bien compte avec les jeunes qu'aujourd'hui, le numérique, le digital, enfin, les TIC, en général, sont aujourd'hui incrustés, encastrés dans la vie de tous les jours. On se rend compte que dans la politique, dans le système formation-emploi, on a encore du mal, nous, ici en Côte d'Ivoire, à intégrer ces TIC-là dans ce système-là. Est-ce que c'est parce que les infrastructures ne suffisent pas, ou c'est parce qu'on n'a pas les outils suffisants, ou c'est parce qu'on n'est pas suffisamment sensibilisé même à intégrer les TIC dans... Alors, la difficulté, c'est que vous avez 30 secondes pour répondre à cette question, parce que Sophie a une autre question de 30 secondes, tout le monde a une question de 30 secondes sur le plateau. Alors, tout le monde en est conscient. Il faut savoir qu'à peine 5% du budget de l'éducation nationale va dans les équipements. Donc, ça coûte cher. En même temps, quand on a une politique de développement économique sur fond de digitalisation de toutes les industries, il faut investir. C'est un investissement pour l'avenir. Pendant la crise même, celui qui avait son maquis qui a fermé, grâce à Internet et à smartphone, il pouvait livrer les gens chez eux. Tu prends ton téléphone, tu commandes, il te livre. Celui qui fait le poulet braisé, il envoie un SMS, il dit je fais le poulet chez moi, est-ce que tu... Donc, c'est partout. Et donc, si on fait l'économie de l'investissement dans les technologies, eh ben, on perd la prochaine révolution qui a déjà lieu et qui impacte toutes les industries. Très bien. Monsieur Akouté, alors au départ, votre entreprise était spécialisée sur le rapatriement, on va dire, de jeunes Africains de l'étranger pour insérer des sociétés ou des multinationales sur le continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, avec votre expérience, qu'il y a assez de talents locaux maintenant dans les pays africains pour justement répondre à cette demande? Oui, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, on en trouve. Après, ça dépend des secteurs. Et puis, ce n'est pas non plus un secteur qui absorbe énormément de diplômés ni de cadres. Donc, on reste quand même sur une niche, mais on trouve assez quand même de diplômés et de talents dans la plupart de nos pays, y compris en Côte d'Ivoire. Monsieur Didier Akouté, merci d'avoir été avec nous sur le plateau du Talk. On aura certainement l'occasion de vous retrouver en d'autres circonstances pour d'autres émissions, pour développer d'autres aspects de vos différentes compétences, de vos différents talents que vous avez bien voulu partager avec nous sur ce plateau, avec Israël Guébo, Serge Kouachi, Ryan Assi et Sophie Aïda. En tout cas, toutes les équipes éditoriales et techniques se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée sur Live TV. Ne bougez surtout pas, vous aurez tout de suite 2 épisodes de votre série policière FBI. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.